Voilà, je vous propose que nous commencions notre webinaire sur l'Inde contre vents et marées. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être réunis de manière virtuelle mais en visio pour être tous ensemble dans ce débat sur la question de l'Inde aujourd'hui dans le monde à partir des réflexions qui sont proposées par un livre, le livre de monsieur l'ambassadeur Claude Blanchemaison, que je remercie beaucoup d'être parmi nous ce matin. Il débattra avec Jean-Luc Racine, qui est un chercheur émérite du CNRS. Il a été directeur de recherche, il est aujourd'hui chercheur senior à l'IESA Center, il a publié de nombreux ouvrages. Quant à l'ambassadeur Claude Blanchemaison, il a été dans plusieurs hautes fonctions au Quai d'Orsay, où il a dirigé le département Europe, puis celui d'Asie et d'Océanie, puis il a occupé des postes importants, le poste d'ambassadeur naturellement de France à New Delhi de 96 à 2000, mais aussi à Moscou, aussi au Vietnam. Et il fut, je m'en souviens, et c'était une période très importante, le secrétaire général de la présidence française de l'Union européenne pour cette dernière présidence française qui avait marqué quand même la dynamique européenne par un grand nombre d'initiatives à l'occasion de la crise financière que nous avons connue à cette époque. Donc, Claude Blanchemaison, à partir de son livre, va pouvoir nous exprimer ses réflexions. Nous en débattrons donc avec Jean-Luc Racine et avec Caroline Puel, qui est une journaliste qui a été pendant une vingtaine d'années journaliste en poste d'ailleurs à Pékin, et puis qui aujourd'hui est une enseignante qui est professeure à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, mais aussi de Paris, et qui est chercheur. Elle est membre du comité français du commerce extérieur, ce qui est un grade assez rare pour des journalistes. Et puis, naturellement, elle enseigne actuellement en Asie, à Pékin, où elle est professeure d'économie et de géopolitique. Elle nous rejoindra dans quelques instants. Donc, chers amis, on va engager ce débat. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions. Vous avez un petit signal qui est en haut de votre écran ou en bas, suivant que vous avez un ordinateur ou une tablette, et qu'avec ce signal, vous pouvez par écrit poser votre question. Serge Degallet, le directeur de la Fondation Prospective et Innovation, va collecter ces questions et nous en présentera l'essentiel en fin de débat, ce qui permettra à nos invités de pouvoir répondre à vos interrogations et que vous puissiez ainsi être dans le débat. Nous allons donc commencer cette réflexion partagée sur l'Inde, je dirais contre vents et marées, pour reprendre le livre de l'ambassadeur Blanchemaison. Et pour répondre à toutes ces questions, au fond, on disait quand j'étais étudiant du Brésil que c'était un pays d'avenir et qu'il resterait. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu ce sentiment avec l'Inde que monsieur l'ambassadeur, avec tous les paramètres que vous développez, toutes les caractéristiques et le potentiel de l'Inde, on voit qu'elle a globalement un avenir important et qu'elle pèsera avec ou son marché, ou sa démographie, ou sa puissance culturelle, etc. On voit qu'il y a un certain nombre d'atouts et donc on peut avoir un pronostic positif sur ses potentialités, mais que d'autre part, il y a une ambiance assez pessimiste quand même sur l'émergence de l'Inde, sur cette capacité qu'a l'Inde à être un des poids lourds de la gouvernance mondiale. J'avais quand même remarqué dans mes expériences de responsabilité au niveau de l'État que c'était plus difficile de remplir un avion de chef d'entreprise pour aller en Inde que pour aller en Chine. Et pourtant, l'Inde a des proximités que l'on peut développer, notamment la proximité démocratique, qui aurait pu permettre à ce qu'il y ait une sorte d'appétit pour l'Inde assez puissant, mais on voit bien que la complexité indienne, finalement, le paradoxe, c'est que cette Chine, naturellement autoritaire, gagne quelquefois en simplicité. Quand on rentre et qu'on a des autorisations, elles sont directes et au fond, d'une province à l'autre, les choses peuvent se dérouler de manière assez prévisible, alors qu'en Inde, les choses sont quelquefois plus complexes. Donc, on est
très intéressé par vous entendre, Monsieur l'ambassadeur, sur cette situation actuelle de l'Inde, sur notamment les évolutions de politique intérieure qui laissent penser qu'il y a des dérives populistes possibles et que tout cela peut faire en sorte que l'Inde ne soit pas forcément dans le grand camp démocratique que nous voulons qu'elle soit, pour aider d'ailleurs les démocraties qui aujourd'hui sont bien fragiles sur la scène internationale à retrouver de la force avec ce grand pays continent qui est l'Inde. Et puis on voit bien aussi que dans cette tension actuelle du monde structurée autour de la relation difficile entre la Chine et les États-Unis, on parle beaucoup de stratégie indo-pacifique qui souvent apparaît comme une stratégie pour contenir un peu la Chine. On voit qu'en toutes circonstances, l'Inde est un pays au cœur de toutes les réflexions stratégiques. Je me souviens que le président de la République, Emmanuel Macron, quand il est allé en Inde, il y a peu de temps encore, il a proposé d'ouvrir les bases militaires françaises à la flotte indienne. Donc, à Djibouti, par exemple, ça peut présenter vis-à-vis de la Chine un certain nombre de choix stratégiques qui sont quand même très importants. Et tout cela, parce que naturellement, nous sommes, nous Français, aussi intéressés par ce qui se passe naturellement dans le Pacifique et où nous savons et où nous espérons les garder des terres qui font flotter le drapeau français. Donc, sur l'ensemble de ces questions, votre livre nous apporte à la fois une réflexion profonde, presque de civilisation, mais aussi beaucoup d'arguments et beaucoup de choses précises, y compris sur ce que sont les leaders aujourd'hui en Inde et quelles sont les forces, notamment la jeunesse, en mouvement dans ce grand pays. Donc, on va tout de suite vous laisser la parole et ensuite, avec Monsieur Jean-Luc Racine, nous prolongerons votre réflexion en vous interrogeant et en exprimant un peu les inquiétudes qui peuvent être les nôtres sur l'évolution de l'Inde, en tout cas d'essayer d'avoir un regard qui soit un regard le plus pertinent possible. Donc, Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole et je rappelle donc à tous nos auditeurs et toute personne qui aujourd'hui est en ligne avec nous que les personnes pourront poser la question qui les intéresse et les motive, donc par écrit, en faisant appel au petit signal qui est sur votre écran. Et votre question sera tout à l'heure reprise par Serge Degallet. Lançons le débat et donnons la parole tout de suite à Monsieur Claude Blanche-Maison, que je remercie beaucoup de sa présence parmi nous. Monsieur le Premier ministre, merci. Et je vous dirai d'entrée de jeu que je reste optimiste sur l'Inde. Vous l'avez compris en lisant mon livre. Peut-être en résumé, je dirais que patiemment, contre vents et marées, l'Inde poursuit son chemin. Patiemment, en effet, l'Inde s'est fixé comme objectif d'être, au moment du 100e anniversaire de son indépendance, dans 25 ans, la 3e puissance économique du monde. Le FMI, la Banque mondiale lui reconnaissait avant la pandémie la place de 5e économie du monde, ce qui n'est pas rien. Effectivement, l'Inde restera loin derrière la Chine, puisque l'économie chinoise, c'est 5 fois l'économie indienne aujourd'hui. Mais l'Inde estime, à tort ou à raison, à mon avis à raison, qu'elle bénéficie de 2 avantages comparatifs. Le premier, c'est celui de la démographie qui est très jeune, la moitié des Indiens ont moins de 25 ans, et le prochain recensement fera apparaître sans doute que l'Inde a dépassé la Chine en nombre d'habitants, autour de 1,4 milliard. Et puis le deuxième avantage comparatif, c'est celui d'un système politique. On peut dire que la démocratie indienne présente beaucoup de défauts, qu'elle est très imparfaite, mais c'est un système pluraliste. Pluraliste parce qu'il y a plusieurs partis politiques, qu'il y a des élections très régulières et qu'il y a des alternances à la fois au niveau de la fédération, à Delhi, et dans chacun des États membres, des États qui font partie de la fédération. Par conséquent, il y a des contre-pouvoirs, y compris d'ailleurs au niveau de la Cour suprême et d'un système juridique qui n'est pas parfait, mais qui ne suit pas toujours ce que souhaiterait faire le gouvernement. Par conséquent, l'Inde se présente comme une puissance bienveillante,
qui a le temps. Elle regrette bien sûr de ne pas avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle dit gentiment qu'elle est arrivée trop tard. La Chine nationaliste était dans le camp des vainqueurs et par conséquent, en 1945, a pu prendre sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Inde est devenue indépendante qu'en 1947 et lorsqu'on a organisé les Nations Unies, c'était une partie de l'Empire britannique. Alors, voilà pour la patience, sorte de patience stratégique de l'Inde. Et maintenant, évidemment, contre vents et marées, puisque c'est dans le titre du livre, ceci signifie que l'Inde, en effet, a de très nombreuses difficultés à surmonter et que ces difficultés sont si nombreuses qu'on pourrait douter de sa capacité à réaliser les objectifs que j'ai mentionnés tout à l'heure. La première difficulté, c'est d'abord la vulnérabilité de l'Inde aux catastrophes naturelles, qui ne fait qu'augmenter avec le réchauffement et l'instabilité climatique. On voit régulièrement des inondations, des typhons et des catastrophes diverses et variées à l'échelle indienne, avec naturellement des dégâts considérables et des centaines, quelquefois des milliers de morts. Cela dit, la mousson est pour l'Inde une bénédiction, puisque chaque année, la mousson vient féconder les terres, même si, en effet, bien souvent, les dégâts sont considérables. Alors, la deuxième difficulté, elle est conjoncturelle, c'est la fameuse pandémie de la Covid-19 et effectivement, en Inde, ça s'est traduit par une catastrophe à la fois sanitaire, une catastrophe humanitaire et une catastrophe économique. La catastrophe sanitaire parce que, bien sûr, l'appareil sanitaire, les hôpitaux privés comme publics n'étaient pas préparés à une crise de cette dimension, parce que, alors une crise humanitaire aussi, parce que beaucoup de travailleurs sont en réalité dans le circuit informel de l'économie indienne, qui représente plus des 2/3 de l'économie indienne, et lorsque le gouvernement a décrété au printemps dernier un confinement généralisé, eh bien, ces travailleurs sont repartis dans leur village d'origine, comme ils ont pu. Il n'y avait plus de transport. Beaucoup sont morts d'ailleurs. Ils ont été mal reçus pour ceux qui sont arrivés dans leur village parce qu'ils étaient supposés porteurs du fameux virus que tout le monde redoutait. C'est d'autant plus paradoxal que on avait comme image de l'Inde celle de la plus grande pharmacie du monde. C'est là qu'on fabrique le plus de vaccins au monde. Et en effet, ces grandes sociétés privées de fabrique de vaccins, eh bien, n'ont pas répondu à la demande. Ou du moins, elles ont répondu tardivement. Le gouvernement indien s'était fait fort de donner des vaccins fabriqués en Inde à tous les pays voisins. Il n'a pas pu honorer ses engagements et il a dû réquisitionner pour sa propre population tous ces vaccins fabriqués en Inde. Aujourd'hui, on dit que 1 milliard d'Indiens ont été vaccinés. Par conséquent, il y a un phénomène de rattrapage et on peut penser qu'aujourd'hui, la crise résultant de la pandémie est derrière l'Inde. Mais quant aux conséquences économiques, il reste à voir quelles sont ces conséquences économiques parce que beaucoup de travailleurs précaires, de migrants intérieurs, ne sont jamais revenus dans l'entreprise où ils travaillaient auparavant et ne reviendront pas. Donc, il va y avoir une redéfinition des règles du jeu de l'économie indienne. Le troisième défi auquel l'Inde doit répondre, c'est évidemment celui de la diversité. Et depuis le début, puisque l'Inde a hérité de l'Empire britannique de 562 États princiers, que Nehru, Patel et Ambedkar, les trois figures de proue de l'Assemblée constituante qui a siégé dès avant l'indépendance d'ailleurs, eh bien, l'une de leurs principales activités a été de convaincre un par un les Maharajas et les Nawabs de rejoindre cette nouvelle Union indienne en création, en gestation. Ils y sont plus ou moins parvenus, sauf dans deux cas. L'un, c'est le Nawab d'Hyderabad, qui a été tenté à un moment par l'indépendance, et Nehru a envoyé l'armée pour ramener Hyderabad à de meilleurs sentiments et pour l'inclure dans l'Union indienne.
Par contre, pour le Cachemire, ça a été encore plus difficile puisque la population était en majorité musulmane, mais le Maharaja était hindou et le Maharaja Hari Singh, voyant la pression de l'armée pakistanaise se faire plus forte, a appelé au secours l'armée indienne. Et ça a été la première guerre entre l'Inde et le Pakistan, avec finalement, pour simplifier, un cessez-le-feu qui s'est traduit par une ligne de cessez-le-feu et qui est encore la limite entre la partie de Cachemire qui est administrée par l'Inde et la partie qui est administrée par le Pakistan. Autrement dit, cette partition qui a été consubstantielle à l'indépendance a été une grande douleur pour l'Inde, parce qu'on dit était contre cette partition, comme vous le savez. Nehru a dû l'accepter parce que c'était la condition sine qua non, et les Britanniques avaient accepté qu'il y ait une partition, création d'un État pakistanais, avec un Pakistan occidental, qui est le Pakistan actuel, et un Pakistan oriental, qui après une autre guerre avec l'Inde est devenu le Bangladesh. Donc, la question de l'unité territoriale, de la formation territoriale de l'État-nation indien a été quelque chose de très compliqué. Et ça l'est toujours parce que une partie du découpage des États de l'Union s'est faite en fonction de lignes linguistiques. Or, il y a en Inde 22 langues constitutionnelles, sans parler de l'anglais, langue de travail, et qu'il y a des milliers de dialectes. Et que, effectivement, c'est toujours étonnant pour nous, Français, de voir un État-nation dans lequel il y a 22 langues constitutionnelles et dans lesquelles on n'a pas pu imposer ni l'anglais ni le hindi, la langue dominante du Nord, comme langue finalement du nouvel État-nation. Il y a également plusieurs religions. La religion majoritaire et de loin, qui est la religion hindoue, avec 80% de la population, mais qui présente la caractéristique d'être peut-être plus une philosophie religieuse qu'une religion. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas véritablement de dogme, il y a des milliers de dieux, et chaque village interprète l'hindouisme en fonction des dieux locaux. Donc c'est une réalité tout à fait différente des religions monothéistes que nous connaissons, qu'il s'agisse de l'islam, près de 200 millions d'Indiens qui sont musulmans, donc 14% de la population, ou qu'il s'agisse des chrétiens, il y a environ 3% des Indiens qui sont chrétiens, dont les catholiques qui sont là depuis très longtemps, puisque on dit que saint Thomas est venu en Inde et a fait des conversions à son époque, sans parler de saint François Xavier. Donc il y a une très longue histoire, notamment dans le sud, de relations avec les chrétiens. Le défi suivant, il y en a beaucoup d'autres, c'est évidemment les inégalités sociales qui sont en partie inscrites dans justement la religion hindoue avec la prégnance du système des castes. En principe, ça n'existe plus, mais dans la société, ça existe toujours, et on le voit même dans les annonces matrimoniales des grands journaux, des grands quotidiens indiens. Tout ce qu'a réussi à faire Ambedkar, le père de la constitution laïque, c'est d'interdire l'intouchabilité, c'est-à-dire d'interdire la notion de sans caste, de dalit, d'intouchable. Et ceci reste valable, sauf que, bien entendu, depuis Ambedkar, on a établi des emplois réservés pour les intouchables, de façon à faire de la discrimination positive dans cette société qui est marquée par ces inégalités sociales, renforcées évidemment, notamment depuis la libéralisation de l'économie, par des grandes disparités économiques entre les plus riches et les plus pauvres. Et l'Inde peut être considérée comme une grande économie, mais avec des poches de pauvreté considérables, peut-être 200 millions, peut-être plus de 200 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, l'autre défi, c'est en effet le défi démographique, parce que l'Inde est un pays jeune, avec la moitié de sa population de moins de 25 ans, mais cela signifie qu'1 million de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque mois. Ceci veut dire qu'il faut créer 12 millions d'emplois, théoriquement, chaque année. C'est évidemment impossible, sauf avec un taux de croissance qui serait supérieur à 10%. Dans le fond, peut-être que, heureusement, une grande partie de l'économie est informelle,
et que bien une partie de ces jeunes trouvent à s'employer dans l'économie grise, informelle, sans qu'on sache exactement suivant quel mode de fonctionnement. Et puis, traumatisme qui n'était pas prévu, l'Inde, dans le fond, avait trouvé comme protecteur l'Union soviétique. Nehru était l'un des inventeurs du non-alignement, mais comme chacun sait, le non-alignement penchait légèrement vers Moscou. Et lorsque l'Union soviétique a implosé, ça a été une très grande surprise pour l'Inde, et ça a été l'élément déclencheur de grandes réformes, et notamment de réformes consistant à libéraliser l'économie à partir de 91. Et c'est Manmohan Singh, à l'époque ministre des Finances, qui s'y est employé. Plus tard, il a été Premier ministre du Parti du Congrès. Et quel que soit le parti au pouvoir, Congrès ou BJP, cette tendance à la libéralisation se poursuit, avec également un programme de privatisation. Alors, en dépit de tous ces obstacles, c'est en tout cas la thèse que j'essaie de développer devant vous, eh bien, l'Inde poursuit son chemin, relève les différents défis. La première priorité dès l'indépendance, ça a été l'instauration de l'autosuffisance alimentaire, parce que cette population, il faut la nourrir. Or, il y avait en Inde des famines. Et il y a encore eu une grande famine en 65-66, à l'époque de Madame Indira Gandhi. Et donc, il a fallu d'abord faire une réforme agraire pour partager la terre qui était grosso modo l'apanage de grands propriétaires fonciers, puis la révolution verte, justement à l'époque de Madame Indira Gandhi, avec le recours à des céréales à productivité importante, mais aussi avec beaucoup en utilisation d'engrais et de pesticides. Et on a développé la production de céréales dans des conditions considérables, au point que l'Inde est devenue exportatrice, mais évidemment au prix de beaucoup de dégâts dans l'environnement, au niveau des nappes phréatiques, au niveau des rivières notamment. Alors, l'Inde, paradoxalement, est exportatrice de viande, alors que la vache est un animal sacré et que les plus extrémistes, les plus intégristes, des hindouistes interdisent l'abattage de la vache. C'est le cas d'un moine extrémiste qui est le chief minister de l'État d'Uttar Pradesh, le plus peuplé de l'Inde, à 150 km de Delhi, qui a interdit l'abattage des vaches. Ça veut dire simplement qu'il a instauré la contrebande et que ceux qui se livrent à l'abattage des vaches ou des buffles, eh bien, exportent la viande dans toute l'Asie et que ceci se fait dans les États voisins au prix de systèmes de contrebande. Alors, l'autosuffisance alimentaire, l'Inde l'a atteinte. Et grosso modo, on peut dire qu'elle a mis 50 ans à l'atteindre et qu'aujourd'hui, elle est exportatrice nette de certaines céréales, de viande et de lait. En Inde, on mélange le lait de vache et le lait de bufflesse, ce qui naturellement accroît la production et qui permet d'exporter d'assez grandes quantités. Le deuxième élément important, ça a été certainement la révolution numérique. Ça, c'est les sociétés de services informatiques comme Infosys qui se sont créées et développées à partir de rien, à partir de quelques ingénieurs, à Bangalore notamment, puis plus tard à Hyderabad. Et naturellement, on retient de l'Inde ce pays champion du numérique. Et c'est vrai aussi que dans les réformes, le Congrès comme le BJP, le Parti nationaliste actuellement au pouvoir, ont utilisé cette informatique. Il existe en Inde une carte unique qui sert à la fois de carte d'identité, de carte vitale, pour faire prendre l'analogie française, mais aussi de carte pour accéder à son compte bancaire et pour toucher les aides sociales. Un numéro unique avec un système électronique que le Congrès avait décidé, mais que Modi a mis en place concrètement. Parce que Modi, effectivement, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il met en place les choses, il met en place les réformes, quel que soit d'ailleurs le coût social.
Parmi les réformes qu'il a mis en place, je voudrais peut-être citer la TVA, alors qu'auparavant, il y avait des taxes en cascade, différentes suivant les États de l'Union. Bien sûr, ça a provoqué un très grand désordre. Bien sûr, les petits épiciers n'étaient pas équipés pour travailler avec la TVA, mais finalement, le système s'est mis en place. Il a également, pour lutter contre la fraude, et notamment contre l'évasion fiscale, pratiqué un énorme échange de billets de banque, qui a provoqué encore une fois un énorme désordre, d'autant plus que c'était dans une période qui précédait les fêtes de fin d'année, et que les Indiens avaient tous chez eux des matelas de billets parce que c'était l'habitude, et que ceci a provoqué des perturbations importantes dans la consommation indienne l'année où cet échange a été fait. Mais cela dit, l'industrie indienne est assez bien organisée, avec l'équivalent d'un MEDEF, qui s'appelle Confederation of Indian Industry, avec une fédération des chambres de commerce, qui ont un système assez efficace, avec des présidences tournantes chaque année, ce qui fait que les principaux chefs d'entreprise dirigent ces organisations professionnelles à tour de rôle, et que ces organisations associent à la fois les grandes familles d'industriels indiens, que ce soit les Tata, les Ambani, et dans le livre, je fais quelques monographies sur ces grands chefs d'entreprise qui sont quand même l'armature de l'économie indienne d'aujourd'hui, qui d'ailleurs soutiennent Narendra Modi, et avec pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que parfois on stigmatise la collusion qu'il peut y avoir entre Mukesh Ambani et Narendra Modi, ou entre tel ou tel grand chef d'entreprise qui bénéficie des privatisations des ports, des aéroports, parce qu'il est dans bon terme avec le gouvernement du moment, quel que soit ce gouvernement, qu'il soit du Congrès ou qu'il soit du BJP nationaliste hindouiste. Alors, je crois que ce chapitre économique est quand même très important et que l'Inde a réussi à installer avec quelques difficultés une économie qui fonctionne et qui se remet en place actuellement après le coup de tonnerre du Covid-21 qui a détruit beaucoup de choses. En revanche, l'Inde n'a pas encore tout à fait réussi à se doter d'une industrie de l'armement. Elle est l'un des plus gros importateurs d'armement dans le monde. Le fournisseur traditionnel était l'Union soviétique, est encore dans une certaine mesure la Russie, mais dans des quantités moindres. La Russie est passée de 75 à 40% des fournitures d'armement, et l'Inde cherche à diversifier ses approvisionnements en armement, vis-à-vis notamment en recourant à la France. Elle avait acheté des Mirage qui ont été plusieurs fois remis à niveau, refités. Elle a acheté les fameux 36 Rafales qui ont fait beaucoup parler d'eux et qui sont, enfin, la livraison est en train de s'achever. Il y a actuellement un appel d'offres pour d'autres avions de chasse. Bien sûr, Dassault est sur les rangs, mais d'autres sont également sur les rangs. Les Américains cherchent évidemment à avoir une place plus importante sur le marché. Les Israéliens ont déjà une place très importante, notamment avec leurs drones et un certain nombre d'équipements militaires qui ont servi à plusieurs reprises à l'armée indienne contre le Pakistan. Alors peut-être que, puisque le temps m'est compté, Monsieur le Premier ministre, je voudrais conclure, mais Jean-Luc Racine développera plus longuement ce point, avec la diplomatie indienne. Narendra Modi a pris, après sa victoire électorale du printemps 2019, victoire éclatante, il a pris comme ministre des Affaires étrangères un diplomate dont tout le monde s'accorde à reconnaître que c'était probablement le plus capé dans la diplomatie indienne. Il avait été ambassadeur à Pékin, ambassadeur à Washington, il écrit des livres, il théorise la diplomatie indienne. Et M. Jaishankar, notamment, théorise la diplomatie tous azimuts. L'Inde ne peut pas se permettre d'avoir des alliances militaires, l'Inde doit avoir une diplomatie tous azimuts. Et dans le fond, l'idéal serait que l'Inde n'ait plus d'ennemis. Alors elle a encore le frère ennemi pakistanais, mais elle ne se présente pas du tout
comme l'ennemi de la Chine, elle se présente en effet comme un rival systémique du grand voisin chinois. Mais la Chine est le partenaire commercial le plus important de l'Inde, il faut en tenir compte, et Xi Jinping et Narendra Modi entretiennent de bonnes relations, ce qui n'empêche pas que dans les vallées de l'Himalaya, il peut y avoir de temps en temps des frictions militaires, avec ou sans armes, puisqu'ils se sont aussi entendus pour que sur certaines sections de ces frontières discutées, eh bien, on puisse s'affronter sans armes, c'est-à-dire avec des poings, des gourdins et des fils de fer barbelés. C'est original, mais c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises l'année dernière. Alors, je crois qu'on peut dire que la diplomatie indienne est une diplomatie de cercle concentrique. La priorité, c'est évidemment les voisins immédiats, le Népal, le Bhoutan, qui sont des États sous influence indienne, mais dont le principal partenaire économique est la Chine, comme partout en Asie. Et puis le Sri Lanka. Alors la Birmanie, évidemment, le coup d'État militaire a porté un coup aux relations entre la Chine et la Birmanie, qui s'est un peu placée sous la protection des Chinois, un peu plus qu'auparavant. La Chine continue à développer ses routes de la soie, qui, comme par hasard, passent autour de l'Inde et pas en Inde, avec notamment ce corridor au Pakistan qui permet à la Chine d'avoir un accès direct à l'océan Indien par le port de Gwadar, avec une autoroute et une ligne de chemin de fer qui descend de la Chine, construit évidemment par des ouvriers chinois avec du matériel chinois et protégé par des milices chinoises. C'est un peu la même chose d'ailleurs qui risque de se produire en Birmanie, de l'autre côté. Et la Chine offre naturellement, là encore, des infrastructures à des pays comme le Bangladesh, comme le Sri Lanka, et donc à cette politique d'établissement de bases navales, de bases militaires, ou de facilités navales, tout autour de l'Inde, ce qu'on a appelé le fameux collier de perles, que l'Inde s'efforce naturellement de contrer par divers moyens. L'Inde a une stratégie complexe parce qu'elle doit avoir une stratégie terrestre de haute montagne pour l'Himalaya et elle doit avoir une stratégie maritime pour exister dans l'océan Indien, puisque comme son nom l'indique, c'est un océan indien. Par conséquent, elle estime avoir des droits et des devoirs particuliers dans cette zone. En conclusion, je vous dirais que la France a un rôle particulier en Inde et sans doute, notamment depuis les décisions prises par le président Chirac en 1998. Il se trouve que j'étais en poste en Inde au moment où ça s'est produit. Et pendant cette visite d'État, dans le fond, le gouvernement des missionnaires indiens de l'époque a sondé le président Chirac sur la réaction qui pourrait être celle de la France dans l'hypothèse où l'Inde reprendrait des essais nucléaires. Et de la réponse très précise et très nuancée qu'a fait le président Chirac, l'Inde a compris que la France n'aurait pas de réaction hostile. Et en effet, lorsque quelques mois plus tard, le gouvernement BJP de l'époque, le gouvernement Vajpayee, a fait les essais nucléaires, la France a empêché que l'Union européenne de l'époque mette des sanctions contre l'Inde. Ce qui fait que les sanctions américaines n'ont duré que quelques mois et que l'année suivante, le président Clinton est venu faire la première visite depuis très longtemps d'un président américain en Inde. De cela, je crois que les Indiens nous sont très reconnaissants. Le premier traité le premier accord de coopération stratégique que la France ait signé a été signé avec l'Inde à cette époque-là. Et depuis cette époque, les contacts entre les ministères des Affaires étrangères, le ministère de la Défense et les militaires sont étroits, portent sur beaucoup de sujets, et notamment sur la sécurité, bien sûr sur l'Indo-Pacifique, sachant que nous ne mettons pas tous le même contenu dans ce concept d'Indo-Pacifique, et nous l'avons bien vu avec l'affaire des sous-marins australiens il y a quelques semaines. Pour nous, l'Indo-Pacifique, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dirigé contre la Chine, c'est le lien entre nos territoires du Pacifique et l'Europe, en passant par, en effet,
quelques pays d'Asie du Sud-Est, la Malaisie, le Vietnam, mais aussi naturellement le grand sous-continent indien, donc l'Inde, qui est au cœur de cette stratégie. Pour les Américains, c'est un peu différent. Il semble que la stratégie Indo-Pacifique, ce soit acheter donc du matériel américain et les amiraux américains vous diront ce que doit être la stratégie Indo-Pacifique. Merci, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On voit là un grand panorama. Nous avions intégré ce webinaire avec la Fondation Prospective Innovation dans le cadre d'une réflexion sur les pays émergents. Et donc, on développe, on a beaucoup travaillé sur la Chine, on a travaillé aussi beaucoup sur l'Afrique. Mais là, on voit quand même que dans ce que vous dites, beaucoup d'éléments et dans votre optimisme font qu'on pourrait presque dire aujourd'hui quand même que l'Inde est émergée aujourd'hui et qu'elle a une capacité aujourd'hui qui la met parmi les grands. Mais est-ce qu'elle peut être, et là j'interroge Jean Krasine, au fond, un grand de ce monde, est-ce que son organisation interne, on va parler ensuite, notamment quand Caroline Puel nous aura rejoint, de la Chine et puis de ce que pourrait être cette alerte australienne qui pourrait peut-être se poser un jour en Inde, où finalement il y a une forme de radicalisation des choix, la position de la France sur ces sujets étant un peu plus modérée que la position américaine. Donc il y a peut-être une sorte de théorème d'Australien qui pourrait peut-être s'appliquer en Inde. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Inde, M. Racine, a la capacité, pour le court terme, c'est-à-dire pour les 5 ans qui viennent, d'être une grande puissance mondiale qui pèse dans la gouvernance mondiale de manière puissante, ou reste-t-elle encore, pour ce court terme des 5 ans qui viennent, un pays en devenir? Pour ma part, je considère toujours l'Inde comme étant un pays émergent. Et que s'il y a un grand émergent qui a émergé, c'est la Chine, évidemment. Claude Blanche-Maison rappelait qu'en 2019, l'Inde était devenue la 5e puissance mondiale par son PNB, mais elle l'est devenue parce qu'il y avait 3 États dans un mouchoir de poche, dans le classement du PNB, le Royaume-Uni, la France et l'Inde. Donc il a suffi que l'Inde grignote quelques millipoints pour qu'elle dépasse en même temps le Royaume-Uni et la France. Il faudrait d'ailleurs voir ce qui se passera l'année prochaine quand on aura absorbé économiquement le choc du Covid. Mais évidemment, ça n'est pas ça le plus décisif. C'est extrêmement important parce que tout le monde le sait, mais on ne le voit pas toujours clairement mis en œuvre par le pouvoir. Avoir de grandes ambitions internationales, se rêver comme une grande puissance n'a de sens que si la base interne est construite. Et la base interne, elle est à la fois, évidemment, économique et sociale. Sociale, je l'entends dans un double sens. Celui de la lutte contre les inégalités qu'évoquait Claude Blanche-Maison, mais aussi évidemment celui d'une cohésion nationale. Alors on ne va pas appliquer nécessairement un modèle de nationalisme européen à un pays donc, qui sera bientôt le premier au monde par sa démographie et qui, comme il a été rappelé, est celui d'une grande diversité linguistique et culturelle. Mais le parcours de l'Inde est loin d'être achevé et je ne pense pas qu'il y ait des modifications sensibles d'ici 5 ans. La ligne officielle du pouvoir, donc aujourd'hui, si on garde 2019, ça passe 5e puissance, c'est autour de 2700 milliards de PNB. L'objectif du gouvernement Modi, c'était d'atteindre 5 000 milliards en 2025, ce ne sera pas le cas, et 10 000 milliards en 2030. Les 10 000 milliards, évidemment, font référence
au sommet des puissances économiques, dans lequel, pour le moment, au-dessus de 10 000, il n'y a que les États-Unis et la Chine. Donc tout ça me semble pour ma part très incertain. Pourquoi? Parce que il y a une manière de consensus chez les experts indiens pour que l'Inde accentue son décollage économique. Il faudrait, et surtout que ce décollage économique percole de façon à ce que la situation sociale s'améliore et que les inégalités se résorbent, il faudrait avoir pratiquement entre 5 et 10 ans de croissance à 10%. Bon, c'est ce qu'avait connu la Chine et pendant plus de 10 ans, ou à peu près. Donc, elle est toujours dans un entre-deux. Je partage jusqu'à un certain point l'optimisme de Claude Blanche-Maison, et c'est dans ce sens que je dis qu'à mes yeux, elle est toujours une puissance émergente, mais en même temps, sur le plan géopolitique, il faut bien se rendre compte que son emprise reste limitée. Elle est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité, ce n'est pas la première fois, mais la grande ambition de devenir un membre permanent du Conseil de sécurité, avec d'autres, hein, le Japon, l'Allemagne, le Brésil éventuellement, tout ça, les diplomates savent parfaitement qu'une réforme fondamentale du Conseil de sécurité, c'est un travail de très longue haleine et des diplomates ou des conseillers à la sécurité nationale que j'avais rencontrés me disaient bon, on attendra. Mais bien sûr, il y a une affirmation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui communique énormément, sauf avec les journalistes. Le Premier ministre ne donne jamais de conférence de presse. Mais en revanche, tous les jours, il y a des communications qui émanent des bureaux du Premier ministre de multiples instances. Et donc, il faut faire la part des choses dans le discours et dans la réalité. L'Inde se rêve encore, et ça fait partie du vocabulaire, comme gourou du monde. Alors, gourou du monde, ça peut se prendre de plusieurs façons. Alors, ça se réfère bien sûr à un passé dans lequel le poids intellectuel de l'inventivité indienne en matière pas simplement de spéculation religieuse, mais bien au-delà, a marqué l'histoire de l'humanité. On est comme avec la Chine, hein, un des très rares exemples de grands pays qui est l'héritier sans rupture d'une civilisation millénaire, mais toute la question de gourou du monde, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire mettre en valeur les principes de l'identité hindoue, ou bien est-ce que ça veut dire, c'est aussi une autre acception qui serait d'une toute autre nature, que par la capacité de ces élites, par le poids qui a été donné, ça a été dit, au numérique, l'Inde pourrait se hausser à ce stade. Or, quand on regarde les classements internationaux, les universités indiennes, dont quelques-unes sont très remarquables, ne sont pas dans les rangs les plus distingués. En revanche, et c'est assez significatif, les grandes écoles de management, elles, sont très bien classées mondialement. Et la preuve en est, c'est que, je pense en particulier à ce qui est sans doute l'institut de management le plus coté, celui d'Ahmedabad, où quand les élèves sortent, toutes les grandes compagnies internationales font la queue pour essayer de recruter les meilleurs des élèves. Et on va en retrouver certains d'ailleurs dans la diaspora américaine, mais ces gens-là sont devenus pour l'essentiel des citoyens américains. Donc oui, l'Inde est émergente, mais le titre donné à l'ouvrage, Contre vents et marées, a le mérite de rappeler que le parcours n'est pas simple, et il n'est pas simple, pas simplement, je dirais, en raison du contexte international, où bien entendu, on y reviendra, le paramètre chinois est absolument incontournable,
mais les difficultés intérieures sont aussi à prendre en compte, et pas simplement des difficultés économiques. Alors là, on est sur un point d'interrogation qui relève de l'interprétation qu'on peut faire de la politique intérieure et du dialogue entre politique et idéologie. Ça a été rappelé tout à l'heure, Narendra Modi est à son second mandat et contre les pronostics, en 2019, il a été réélu avec un pourcentage de voix supérieur à ce qu'il avait eu en 2014. Et il incarne véritablement quelque chose pour une grande partie des Indiens. La question qui se pose, c'est est-ce que la gestion peu réussie, pour le moins, de la crise du Covid va avoir un impact. On aura, au-delà des dernières élections régionales qui ont eu lieu il y a quelques mois, un premier signal vraiment significatif en février-mars 2022, quand le plus grand État indien qu'on évoquait tout à l'heure, l'Uttar Pradesh, verra ces élections se dérouler. Parce que là, c'est un bastion du BJP, avec donc à sa tête un ultra du nationalisme hindou, et le test grandeur nature, en quelque sorte, sera une manière d'avertissement pour le pouvoir, ou au contraire, le confortera dans l'idée qu'un troisième mandat serait possible. Juste en quelques mots, M. Racine, on voit bien que le monde aussi s'articule aujourd'hui entre les régimes autoritaires d'un côté et les démocraties de l'autre. L'Inde était clairement dans le camp des démocraties. Est-ce qu'on peut faire le pari qu'à horizon visible, humain, elle restera dans ce camp des démocraties malgré les difficultés internes? Ah, là, je crois que l'Inde est en train d'emprunter la voie des démocraties illibérales. Ouais. C'est-à-dire, il faut pas on ne veut pas comparer, et ça a été dit tout à l'heure, le pluralisme indien, y compris le pluralisme des partis politiques. C'est absolument fondamental. Mais la question reste posée, est-ce que la démocratie se définit simplement par la régularité du calendrier électoral? Et ça, c'est un débat qui est posé en Inde. Hein, parce que à cette aune-là, même si lors des dernières campagnes électorales, le capitalisme de connivence qui avait été évoqué tout à l'heure avait permis au BJP d'avoir des ressources financières sans commune mesure avec ses opposants, la vraie question, c'est comment les choses se déroulent avec les opposants. Et quand je dis les opposants, je ne parle pas simplement des partis politiques opposés au pouvoir, mais je parle des critiques. Les critiques, ça peut être des militants des droits de l'homme, ça peut être des journalistes, ça peut être des analystes, etc. Et là, on voit de façon quand même assez inquiétante que, et je laisse de côté les armées de trolls qui vont définir les journalistes qui pensent mal comme étant non pas des prostitutes, mais des prestitutes, avec un jeu de mots d'un goût douteux, pour dire en fait ce qui est une ritournelle des séides du pouvoir, à savoir en réalité qui critique le gouvernement fait partie d'une conspiration, que ce soit une conspiration interne ou une conspiration externe. Donc ça reste évidemment une grande question. À mon sens, ça n'a pas un impact décisif sur la géopolitique indienne. On l'a encore vu il y a quelques jours avec les dernières déclarations venues de Washington, où l'Inde est toujours définie, enfin c'est le vieux refrain, entre la plus vieille et la plus grande démocratie du monde, d'un côté, et de l'autre côté, il faut le rappeler, si l'Inde n'est pas une alliée des États-Unis, on reviendra peut-être sur ces questions, elle a été définie comme étant un partenaire majeur de défense par Washington. Donc, les dérives de l'illibéralisme n'entachent pas, de façon décisive à mon sens, les marges de manœuvre de la politique étrangère indienne. Merci beaucoup, Monsieur Racine. Je voudrais donner la parole maintenant à Caroline Puel pour que nous entrions dans ce débat des relations entre la Chine et l'Inde. Merci beaucoup
Madame le professeur, de nous avoir rejoints et de nous dire un peu comment vous voyez la perception de l'Inde vue de la Chine, les rivalités évidemment stratégiques, mais aussi de voisinage, et puis d'essayer de voir comment un modus vivendi peut-il exister, et finalement ce qu'il y a derrière le discours officiel, puisqu'au fond, les discours officiels sont assez bienveillants de part et d'autre. Mais enfin, quand on constate quand même que les pays les plus proches de la Chine sont les adversaires de l'Inde, on voit quand même que globalement, le potentiel de tension est puissant et réel. Alors, votre appréciation, vous qui êtes biculturel de l'Est et de l'Ouest, vous pourrez nous dire cette appréciation que vous portez sur la vision qu'a l'Inde, qu'à la Chine de l'Inde. Merci oui. à vous, Carole. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Merci de me donner une nouvelle fois l'occasion de vous retrouver. Et j'en profite pour saluer Monsieur l'ambassadeur Blanche Maison, que j'ai le plaisir de revoir, et Monsieur Racine, professeur. Alors, comment est-ce que Pékin voit l'Inde, ou comment les Chinois voient l'Inde? Je crois que c'est important de rappeler très rapidement que nous avons là, en fait, deux représentants de l'Asie, mais aussi deux civilisations qui sont quand même très différentes. C'est vrai que pour nous, vu d'Europe, on aurait peut-être tendance à considérer qu'il s'agit de pays très proches du fait qu'ils se situent géographiquement dans la même région du monde. Mais entre les deux, il y a l'Himalaya, et il y a réellement voilà, deux modes culturels qui sont très importants. Et puis, important aussi de rappeler qu'avant les premières révolutions industrielles et le réveil de l'Europe, eh bien, l'Inde et la Chine étaient les deux premières puissances mondiales. D'ailleurs, l'Inde, au début du XVIIIe siècle, enfin qui ne s'appelait pas Inde à l'époque, était probablement la région la plus dynamique de la planète sur le plan économique. Et tout cela, effectivement, pour des pays qui ont la culture du temps long, c'est important parce qu'ils se souviennent de leur grandeur, et ils ont l'un et l'autre une aspiration à la retrouver. Alors, la Chine considère que le système de fonctionnement social de l'Inde est très différent. Bon, je ne parle pas des castes, il y a eu aussi, avant la révolution communiste, beaucoup de hiérarchie dans la société chinoise, mais par exemple la place des femmes qui est très différente. C'est vrai que dans la Chine d'aujourd'hui, les femmes ont trouvé leur place quasi totalement dans le monde économique en tout cas, ce qui n'est pas forcément le cas dans la société indienne. Et puis l'Inde fonctionne sur ce mode de l'importance donnée au spirituel, à la religion. D'ailleurs, le bouddhisme est arrivé en Chine depuis l'Inde, alors que les Chinois se situent eux-mêmes plutôt comme une civilisation plus matérialiste. Alors, pendant les 30 dernières années, il y a eu de grandes différences, parce que si on regarde les chiffres de la situation économique de l'Inde et de la Chine en 1988, elles étaient pratiquement comparables. Et puis, 30 ans plus tard, on s'aperçoit que la Chine a très largement dépassé l'Inde, puisque son pouvoir économique est à peu près 5 fois supérieur à celui de l'Inde, et sur le plan de la défense, à peu près 3 fois supérieur. La Chine voit l'Inde comme un pays très protectionniste, et comme le notait M. Blanche Maison, eh bien, les routes de la soie ne passent pas par l'Inde, elles la contournent. J'y reviendrai tout à l'heure, peut-être en parlant un petit peu plus des questions stratégiques. Donc, par exemple, des grandes banques comme la banque d'import-export chinoise a essayé à plusieurs reprises de développer des activités en Inde, mais il a finalement renoncé. Et puis, l'année dernière, à la suite des très fortes frictions qui ont eu lieu dans les sommets himalayens, l'Inde a finalement boycotté plusieurs applications chinoises
à peu près 280 applications chinoises qui étaient proposées donc sur les réseaux numériques indiens, considérant qu'elles portaient atteinte à la sécurité indienne et à sa souveraineté. Dans le lot se trouvait par exemple TikTok, donc le grand leader de la vidéo, ou Alibaba, qui est donc le grand site de vente en ligne chinoise. Alors, la Chine voit aussi l'Inde qui se raidit depuis l'arrivée au pouvoir de Modi. Et enfin, la Chine, sur le plan des affaires étrangères, perçoit l'Inde comme un pays aujourd'hui manipulé par les États-Unis sur le plan stratégique, du fait donc de cette volonté d'entraîner l'Inde dans la politique de containment par rapport à la Chine. Mais enfin, pour terminer, la Chine voit que l'Inde a cette grande spécialisation sur l'économie numérique qui l'intéresse au plus haut point. Elle-même cherche à devenir leader dans ce domaine, et voilà un terrain sur lequel les deux pays pourraient parler. Mais la Chine note également que la plupart des grandes écoles de formation technique indiennes envoient leurs meilleurs étudiants aux États-Unis, qui ont d'ailleurs pris des positions très importantes dans la plupart des grands groupes du monde de l'Internet, comme Apple ou Yahoo, par exemple, et que d'une certaine manière, l'Inde constitue aujourd'hui un petit peu le back-office sur le plan économique de tout l'univers cybernétique, de tout l'univers du numérique mondial. Donc, voilà ce que serait un petit peu la vision. Alors, est-ce que la Chine et l'Inde peuvent établir une relation non conflictuelle au vu des rivalités qui ont lieu actuellement dans l'Asie-Pacifique? Ce n'est pas facile. Alors, pour rappeler brièvement ce qui se passe, je reviendrai rapidement sur les éléments que nous a donnés tout à l'heure Claude Blanche-Maison. Sur le plan maritime, l'Inde a toujours considéré l'océan Indien comme son domaine. C'est un petit peu le Mare Nostrum des Indiens, avec toutes les îles qui s'y trouvent, et puis également toute la côte est-africaine et le Moyen-Orient qui l'intéresse évidemment considérablement. Et pour la Chine, ce qui est important, c'est de maintenir ses routes de navigation et ses échanges, et notamment au niveau des détroits que l'on trouve donc dans la partie orientale de l'océan Indien, donc au niveau du fameux détroit de Malacca et de tous les détroits que l'on trouve dans cette zone. À peu près 40% des exportations chinoises passent par ces détroits, et à peu près 90% des fournitures en pétrole de la Chine. Donc, c'est stratégiquement très important pour la Chine de garantir cette liberté de circulation maritime. Et c'est aussi pour cela qu'on l'a vu ces dernières années se renforcer considérablement sur les archipels des Spratleys, par exemple, en mer de Chine du Sud, où la Chine a même construit des pistes aériennes sur d'anciens bancs de sable. Alors, tout allait bien jusque, je dirais, au cours de la dernière décennie, à peu près depuis 2014, qui est à la fois l'année où on a vu Modi arriver au pouvoir côté indien, le président Xi s'installer au pouvoir, il est arrivé en 2013, et puis le lancement des grandes routes de la soie. On a donc, depuis ces 7 dernières années, un durcissement qui s'observe aussi parce qu'il y a une volonté de renforcement de la politique de containment américaine. Vous vous souvenez que cette politique a été en fait lancée au début des années 1990, mais à l'époque ne réunissait que les Américains et les Japonais. Elle s'est accentuée pendant le deuxième mandat de Barack Obama, qui a voulu faire ce retour des États-Unis sur l'Asie-Pacifique, mais elle s'est surtout renforcée au moment du mandat de Donald Trump, qui a donc intégré complètement l'Inde, qui en a fait un partenaire majeur de son processus de défense dans la région. Alors, depuis ce moment-là, vous avez par exemple des patrouilles communes. L'Inde participe à des patrouilles communes au niveau des fameux détroits de Malacca.
donc avec à la fois les Américains et les Japonais. Il y a eu des opérations également d'exercices militaires qui ont été lancés dans le golfe du Bengale, les opérations Malabar. Vous avez eu aussi évidemment les opérations du Quad. Vous vous souvenez que le Quad avait été lancé en 2004 au départ comme plutôt une organisation d'entraide après le terrible tsunami du début du siècle, mais qui peu à peu a pris une tournure plus économique et qui potentiellement pourrait un jour avoir aussi un rôle dans le domaine de la défense. Et d'ailleurs, le Premier ministre Modi est allé aux États-Unis pour assister à la première réunion en chair et en os du Quad sur le territoire américain ces jours-ci. Et puis, on a vu donc le mois dernier, avec le retournement stratégique majeur de la vente des sous-marins à l'Australie et la mise en place donc, de cette nouvelle alliance AUKUS, donc, qui réunit l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, une volonté d'approche par rapport à l'Inde. Alors, comment la Chine réagit par rapport à tout cela? Elle a à la fois une stratégie un petit peu, elle a une double stratégie, à la fois une stratégie de prise en ciseaux de l'Inde que Claude Blanche-Maison nous a décrite, à la fois par rapport à la Birmanie, où elle a des intérêts économiques importants avec un oléoduc et donc le renforcement d'un port au sud de la Birmanie qui a donc son accès sur l'océan Indien. Et puis de l'autre côté avec le Pakistan, où là aussi il y a cet énorme axe autoroutier qui a été créé et qui descend jusqu'au port de Karachi. Et puis, elle a développé aussi son collier de perles, ce que l'on appelle le collier de perles. Donc, c'est toute cette série de ports dans l'océan Indien qui entourent l'Inde et que l'on retrouve donc Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, et qui ensuite repart vers Djibouti ou Aden. Et puis, elle essaie aussi de développer des nouvelles voies de communication, toujours dans ce désir de garantir son autonomie de navigation commerciale. Il y a une nouvelle voie qui est en train de se développer très fortement par l'Arctique, avec la fonte des glaces due au réchauffement climatique, qui fait que de plus en plus maintenant cette voie commerciale est utilisée. Et la Chine opte plutôt pour il y a deux routes, donc une route qui longe les côtes russes et l'autre qui longe les côtes de l'Alaska et du Canada. Et la Chine opte plutôt évidemment pour le côté russe, en débarquant vers le Groenland. Et puis également un intérêt vers l'Asie centrale pour trouver cette fois-ci par voie routière ou de chemin de fer des possibilités toujours d'exportation. Donc là, on a quand même deux stratèges asiatiques qui se regardent et on a l'impression un peu d'assister à une partie de Go. Parce que par exemple, la Chine développe son port à côté de Karachi, le port de Gwadar, et du coup, l'Inde, de son côté, va développer un port un tout petit peu plus à l'est, sur le territoire iranien, du côté de Chabahar, où la Chine développe son influence à Dubaï, alors l'Inde développe son influence avec un autre port un petit peu plus au sud, au niveau de Oman. Alors, tout cela a entraîné depuis 2019 un réveil des tensions au niveau de la frontière terrestre qui existe entre les deux pays. Vous savez qu'il y avait eu donc une guerre éclair en 1962 et puis ensuite une série d'accords dans les années 90 et finalement on était sur un terrain plutôt relativement calme jusqu'à ces 3 dernières années, où on a pu observer, en tout cas côté indien, il y a eu l'observation d'avancées sur certains territoires de nomades et de troupes chinoises. Et puis de l'autre côté, côté indien, vous avez eu à la fois des nouvelles cartes qui ont été publiées, qui intégraient des territoires qui étaient considérés à l'époque plutôt sous direction chinoise, comme le territoire qui avait été obtenu en 1962, justement,
la grande plaine gelée de Lac Saichin, qui est un territoire donc à la limite du Xinjiang et du Tibet. Et puis, vous avez eu en 2019 le démantèlement du Jammu Cachemire avec donc l'annonce d'une revendication indienne sur le Ladakh. Et on a vu les choses dégénérer pendant l'année 2020 avec cette attaque qui a fait une vingtaine de morts côté indien, un nombre indéterminé côté chinois en juin 2020, et puis à nouveau de fortes tensions en début d'année 2021 au niveau du Sikkim. Alors, est-ce qu'un motus vivendi est possible entre les deux? En réalité, on a l'impression… On va revenir peut-être un peu, on reviendra un peu sur ce sujet là, du motus vivendi, mais peut-être là, à ce point-là, demander à Claude Blanche-Maison de réagir à cet état de fait et puis de voir, mettons la relation française au milieu de cette tension chinoise et cette tension indienne, parce que finalement, l'affaire australienne nous a montré quand même que nous avions été choisis il y a 4 ans parce que nous avions une relation avec la Chine qui était distincte mais qui n'était pas trop belliqueuse et qu'on était dans une situation un peu modérée qui faisait que la France était un bon partenaire pour l'Australie. Et en 4 ans, les tensions ont augmenté, les pressions américaines sont venues et que finalement, dans la situation 4 ans après où les choses sont plus manichéennes, finalement, l'Australie choisit le camp américain. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu dans une situation un peu parallèle avec l'Inde qui va finalement, dans cette tension avec la Chine, à un moment ou à un autre, rejoindre le camp américain, puisque le camp soviétique n'existe plus? Claude Blanche-Maison, avec les réactions de tout ce que vous avez entendu. Pour vous répondre tout à fait franchement à votre dernière question, Monsieur le Premier ministre, je ne le pense pas. En effet, les Américains vont faire tous les efforts possibles pour que l'Inde tombe dans leur escarcelle, mais jusqu'où vont-ils aller? Ils ont proposé à l'Australie, qui dans le fond était mûre pour tomber dans l'escarcelle américaine, des sous-marins à propulsion nucléaire. Je ne pense pas qu'ils puissent aller jusque-là avec l'Inde. L'Inde a loué un sous-marin à propulsion nucléaire, elle l'a loué à la Russie. Pendant 10 ans, cette location est terminée. Il est question d'ailleurs de reprendre une autre location du même genre. Et certains amiraux en France se posaient la question, mais après tout, est-ce que la France pourrait un jour imaginer de vendre à l'Inde des sous-marins à propulsion nucléaire, puisque les Américains ont levé l'interdit en les vendant naturellement à l'Australie, tout en gardant le contrôle naturellement de ces sous-marins et de leur utilisation. Jusqu'à présent, les sous-marins à propulsion nucléaire, seuls les États membres permanents du Conseil de sécurité en possédaient cette technologie, qui est une technologie proliférante. Et celui que les Russes avaient loué pour 10 ans à l'Inde restait sous contrôle russe. Donc maintenant, en effet, les cartes sont rebattues. Et comme vous le savez, l'Inde a choisi des sous-marins classiques français, les Skorpen, qui sont actuellement construits en Inde. Mais l'affaire australienne fait que la réflexion va se rouvrir, bien entendu. Et en Inde, on y songe, on y pense, bien entendu. Donc, moi, je pense que l'Inde ne souhaite pas être l'allié militaire au sens strict de qui que ce soit. Je pense que, bien sûr, le rapprochement entre l'Inde et les États-Unis se poursuivra, mais l'Inde se gardera bien de se lier les mains dans une alliance militaire avec les États-Unis. Je note d'ailleurs, par ailleurs, que il y a 5 ans, l'Inde a adhéré, d'ailleurs avec le Pakistan, à la demande de la Chine, à l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation dont on ne parle pas suffisamment, qui a été créée en 2001 entre la Chine et la Russie, à l'époque pour modérer la compétition entre ces deux pays en Asie centrale.
les 5 pays qui s'étaient devenus indépendants et qui appartenaient avant à l'Union soviétique. Depuis, l'Organisation de coopération de Shanghai a prospéré avec l'adhésion de l'Inde, l'adhésion du Pakistan en 96 et il y a quelques jours, l'adhésion de l'Iran. Ce sont ces mêmes pays qui, en Russie, il y a quelques jours, ont reçu la délégation des talibans, pour d'ailleurs leur faire la leçon, pour leur dire « vous ne serez reconnus en tant que responsable de l'Afghanistan que lorsque vous appliquerez tout ce que la communauté internationale vous a prescrit, mais qu'en même temps, en les recevant, on montrait qu'ils voulaient traiter avec eux. » Et pour l'Inde, en effet, c'est tout à fait essentiel de recourir à cette organisation de coopération de Shanghai pour modérer le conflit avec la Chine et pour participer à toutes ces opérations de modération des rivalités avec la Chine, également en Asie centrale, parce que c'est une zone qui intéresse l'Inde, et bien entendu en Afghanistan, puisque l'Afghanistan est de l'autre côté du Pakistan. Donc c'est très important pour l'Inde de savoir de ce qui s'y passe, d'autant plus qu'elle avait énormément investi avec le gouvernement afghan avant la reprise du pouvoir par les talibans. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un renversement d'alliance. Je pense que l'Inde va poursuivre une politique étrangère tous azimuts, assez subtile, allant jusqu'où elle peut aller avec chacun de ses partenaires, et effectivement, allant sans doute assez loin avec les États-Unis, mais certainement pas jusqu'à l'alliance militaire. Alors, la question se pose pour la France de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller à l'avenir. La question se pose aussi pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne, il y a pas mal d'années, avait commencé à négocier un traité de libre-échange avec l'Inde, et puis excédé par les arcanes de la négociation indienne, Bruxelles a laissé tomber. Mais il y a quelques semaines, Bruxelles a repris langue avec Delhi pour voir quel type de traité de coopération il était possible d'envisager entre l'Union européenne et l'Inde. Et c'est très important qu'il y ait en effet ce genre de négociation et ce genre de avec ce qui est possible. Tout à l'heure, Caroline Puel a à juste titre dit que les Chinois stigmatisaient le protectionnisme indien. C'est vrai, Bruxelles aussi stigmatise le protectionnisme indien. Mais bon, ce protectionnisme, il est évolutif, c'est-à-dire que l'économie indienne se libéralise petit à petit, et il n'empêche qu'il faut certainement qu'il y ait un nouvel accord de coopération entre l'Union européenne et l'Inde. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je vais demander à Serge de Gallet de nous transmettre quelques-unes des questions qui nous sont posées. Alors, des questions ont été posées, mais les réponses ont déjà été apportées sur trois plans. Cependant, le premier plan, celui de la situation politique intérieure, des questions sur la réalité de la démocratie indienne et les risques courus. La réalité, ça renvoie au système électoral, à l'utilisation du vote électronique et les dangers ou les risques, c'est le rôle de l'armée, qui semble se politiser. Est-ce que, et qui est contraire à la tradition indienne héritée des Britanniques, est-ce qu'il y a un risque d'interférence des militaires dans la vie politique indienne? Seconde question, bon, on a parlé de l'OCS, il existe également d'autres enceintes comme les BRICS. Comment les Indiens jugent-ils l'organisation des BRICS? Quelle peut être l'utilité de ce groupement à leurs yeux, et également un autre terrain de compétition avec la Chine, c'est l'Afrique. Quelle est la politique indienne vis-à-vis de l'Afrique? Est-ce qu'elle est purement économique ou est-ce qu'elle est stratégique? Et enfin, on a dit un mot de la diaspora. Le professeur Racine a dit qu'en fait, les Indiens, une fois aux États-Unis, devenaient américains. Est-ce que la diaspora, quelle est l'attitude de la diaspora indienne dans le monde vis-à-vis de l'Inde? Et est-ce qu'il y a du côté
du pouvoir indien une volonté ou une tentation d'utiliser cette diaspora au service de l'Inde? Voilà, 3 types de questions. Merci beaucoup. Je vais interroger Jean-Luc Racine sur ces points, s'il veut répondre à quelques-unes de ces interrogations, et puis de nous dire si on peut penser que dans cette situation internationale, il puisse y avoir une entente entre Europe et Inde pour créer quelque chose qui serait un peu les nouveaux non-alignés, en fait une position de gens qui refuseraient d'être complètement impliqués dans cette bipolarisation du monde qui s'annonce. Mais peut-être des commentaires notamment sur le rôle de l'armée, et la situation intérieure et l'aspect démocratique. Monsieur Racine. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, sur l'armée, alors c'est une question légitime, mais il faut voir de plus près comment les choses se passent. Il est effectivement de tradition que l'armée indienne reste, si j'ose dire, dans ses casernes. Mais c'est sous Narendra Modi, même si ça n'est pas tout à fait neuf. Dans le passé, on pourrait retrouver, je dirais, quelques généraux bavards. Excusez-moi. Mais là, on a vu le pouvoir laisser délibérément la parole à des généraux de très haut rang, l'un d'entre eux ayant d'ailleurs été promu, pour des commentaires qu'ils voulaient tout simplement laisser comprendre que l'Inde pouvait être en capacité de réagir à toutes les menaces qui soient, aussi bien côté pakistanais que côté chinois. Alors, ça a fait évidemment des commentaires et ça légitime la question qui a été posée, parce que d'habitude, les généraux les plus gradés se gardent bien de commenter la situation géopolitique. Mais donc là, si on voit une armée plus bavarde, c'est tout simplement parce que le pouvoir souhaite que quelques généraux à la parole musclée puissent s'exprimer. Donc, au-delà de ça, je ne vois pas l'armée jouer un rôle tout à fait en dehors de ce que la Constitution prévoit pour elle. Sur les BRICS, alors c'est vrai que les BRICS existent toujours, mais évidemment, ils n'ont plus aujourd'hui l'expérience, le poids qu'ils avaient auparavant. Ça permet d'avoir un forum, mais il existe déjà un forum de ministres des Affaires étrangères entre la Russie, la Chine et l'Inde. Là, les BRICS, ça peut être au niveau des chefs d'État, mais de beaucoup d'autres rangs également. Mais évidemment, il y a maintenant une telle disparité au sein des BRICS, dont on rappelle, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, que le groupe s'est un peu affaibli, mais il reste une pièce sur l'échiquier diplomatique, et cette pièce, donc, n'est pas à négliger. Au-delà, d'ailleurs, des relations avec l'Afrique du Sud, et c'est la question qui portait sur l'Afrique, l'Inde essaie de mettre en lumière dans sa politique africaine, alors je laisse de côté, mais enfin on peut l'évoquer, ce qu'était une tradition de diaspora indienne en Afrique de l'Est, qui s'est parfois très mal terminée quand on pense à Amin Dada, qui a expulsé les Indiens. Mais au-delà de ça, l'Inde essaie de mettre en lumière auprès de ses partenaires, que ce soit aussi bien dans l'Afrique anglophone que dans l'Afrique francophone, qu'elle ne fonctionne pas comme les Chinois. Et que quand elle définit un projet, elle le définit très précisément avec les autorités nationales et n'amène pas nécessairement avec elle des contingents de travailleurs indiens qui vont rester dans leur camp pour opérer ce pourquoi ils sont venus. Enfin, sur la question de la diaspora,
c'est vrai que c'est un facteur important. Et c'est le BJP, lors de sa première venue au pouvoir, de 1998 à 2004, qui a concrétisé en quelque sorte la valeur stratégique de la diaspora en instaurant une journée nationale de la diaspora. Et on a là des tableaux très divers. La diaspora indienne la plus importante est dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Golfe en particulier, mais ce sont des travailleurs de second rang, si j'ose dire, alors que la diaspora américaine, c'est aujourd'hui à peu près 4 millions de personnes. La diaspora chinoise aux États-Unis, c'est 5 millions. Mais c'est une diaspora absolument remarquable par son poids économique et maintenant par son poids politique. Elle pèse au sein du Congrès. Elle a joué son rôle lorsque les États-Unis ont décidé d'exempter l'Inde de sa position extérieure au traité de non-prolifération en matière de nucléaire civil. Et puis, Caroline Puel l'évoquait tout à l'heure, on a donc des figures indiennes de premier rang aux États-Unis. Et là, je ne parle pas de leur passeport, mais de ce qu'est leur identité originelle. Alors, c'est vrai dans le champ des grandes universités, de la côte Est comme de la côte Ouest, et parlant de la Californie, c'est évidemment dans le domaine du numérique, faut-il le rappeler, aujourd'hui, le patron de Google, le patron d'Adobe, le patron de Microsoft sont des Indiens, ou en tout cas des gens qui ont été Indiens, même s'ils ont ou pas un passeport indien aujourd'hui. Donc la diaspora est portée, alors pas en totalité, mais elle est largement portée par un nationalisme à distance, comme l'ont défini certains chercheurs, ou à la limite, on n'est plus en Inde, mais on est devenu plus royaliste que le roi. Donc, quand Modi se rend en Inde, bon, ça peut arriver aussi quand ils seront ailleurs, il y a là des foules enthousiastes, Modi, 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 mais derrière cette mise en scène, il y a de vrais partisans. Le nationalisme hindou qui veut redéfinir en musclant l'image d'une Inde éternelle, mais aussi tournée vers l'avenir, s'appelait beaucoup à une diaspora aux États-Unis, qui a donc ses entrées dans le monde politique, d'une part, et qui, sur le plan socio-économique, c'est la communauté américaine qui a la moyenne de revenus la plus élevée aujourd'hui. Donc, il y a là une image, mais plus qu'une image, parce que pour New Delhi, la diaspora indienne aux États-Unis, c'est un outil d'influence. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine, de ces informations et analyses profondes qui montrent que l'implication, enfin, l'Inde est un peu déjà dans les États-Unis et réciproquement, mais on voit aussi que les diasporas chinoises sont aussi très présentes. Est-ce que, Caroline Puel, vous sentez dans le débat, dans l'expression publique, cette rivalité publique entre la Chine et l'Inde? Je pense à la rivalité démographique. Quand est-ce que l'Inde va passer devant la Chine? Cette rivalité, peut-être aussi, pour reprendre ce que disait Jean Crasier, en matière de sciences, de technologie. Il y a un chapitre du livre de Claude Blanche-Maison qui parle du goût pour la science, la recherche et l'espace. On voit qu'il y a à Bangalore et ailleurs beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de ça. Est-ce que sur la bataille qui s'annonce sur l'intelligence artificielle, est-ce que finalement l'Inde n'a pas des atouts majeurs qui sont peut-être pas ceux de la première ligne, mais qui sont sans doute des atouts très décisifs en termes de production? Donc, est-ce que vous sentez cette rivalité, cette compétition en dehors des questions stratégiques dans l'humeur de la société et des médias chinois? Caroline. En réalité, elle ne s'exprime pas vraiment comme ça. Évidemment, là, par exemple, le côté démographique, l'avancée démographique de l'Inde est connu, est évoqué, d'autant que la Chine a réalisé avec son grand recensement de 2019
qu'elle était rentrée maintenant dans son début de phase de vieillissement. Et on évoquait tout à l'heure la jeunesse, au contraire, de la population indienne. Mais la Chine, je dirais, l'assume. Et on a aussi ce sentiment qu'aucun des deux pays ne se sent vraiment belliqueux à l'égard de l'autre. Je partage un petit peu cette même analyse que Claude Blanche-Maison sur l'Inde, bien sûr, mais même aussi du point de vue chinois, où on assiste un petit peu à, me semble-t-il, le début d'un tournant au niveau diplomatique. Ce matin, par exemple, dans le quotidien chinois Global Times, qui est connu pour ses penchants nationalistes, eh bien, il y avait une critique faite enfin attribuée au numéro 1 chinois, selon lequel un ambassadeur doit améliorer les relations bilatérales et pas les saboter. Alors, entende qui pourra, mais il m'est apparu assez intéressant de voir cette évolution. Et on a l'impression que l'ère des loups agressifs en diplomatie chinoise est en train de connaître un tournant et que la Chine réalise de plus en plus son isolement. Alors, on est actuellement, vous le savez, depuis plus de 18 mois maintenant, avec un pays qui est quasiment fermé, pas totalement fermé, puisque les Chinois peuvent aller venir, mais enfin, tout le monde est soumis à des quarantaines extrêmement strictes au retour. Donc, les échanges politiques, notamment, sont très limités. Et par exemple, pour le prochain G20, il n'y aura pas, a priori, de représentant de la Chine qui sortira. Bon, et la Chine a un petit peu aujourd'hui ce ressenti de citadelle assiégée, se sent un ressenti un petit peu finalement de menace autour d'elle, et donc veut aussi montrer sa détermination. Mais je crois que son objectif principal, à ce stade, ça reste toujours les échanges commerciaux. Et elle voit avec l'Inde la possibilité d'en faire, notamment dans ce domaine que vous évoquiez du numérique. Là, je suis par exemple à Canton actuellement, qui est au centre d'une nouvelle région qui s'est développée, qui relie donc Hong Kong, Shenzhen, Canton, qu'ils appellent donc la région de la Grande Baie. Si on regarde le PIB de cette région, il est à peu près déjà équivalent à celui de la Corée du Sud. Et avec aussi pour objectif de se spécialiser dans le numérique et de développer donc beaucoup de nouvelles technologies, avec évidemment aussi des projets de coopération avec l'Inde dans ce domaine, puisque l'Inde, que vous le citiez, au niveau de Bangalore, a développé un hub extrêmement important. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un mot-clé qui est beaucoup utilisé dans cette région, c'est le métaverse, c'est-à-dire l'étape après Internet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que tout le monde est connecté en 5G, c'est-à-dire cette espèce de monde virtuel qui permettra, dans une de nos prochaines réunions, par exemple, que je vienne vous rejoindre cette fois-ci sous forme d'hologramme. Et ça fait partie des nouvelles technologies qui sont de plus en plus travaillées, imaginées. Et là, il y a évidemment des réflexions à la fois côté chinois et côté indien, puisque la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Inde, a donc dépassé les États-Unis. Il y a malgré tout, je pense, une aspiration de part et d'autre à aller plus vers le développement économique que vers l'affrontement. Merci beaucoup, Caroline. Ce qui est un message très intéressant et positif à la fois sur la diplomatie chinoise, si on sort de la logique des loups guerriers, mais aussi naturellement de cette volonté un peu d'apaisement. Je vais vous laisser le dernier mot, Claude Blanche-Maison, sur l'ensemble de ces questions. Je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez que les circonstances sont maintenant positives pour qu'on puisse envisager une relation entre l'Europe et l'Inde qui soit un peu marquée par une attitude, je dirais, de nouveau non-aligné?
je ne sais pas comment définir cela, mais enfin de gens qui veulent être toujours alliés dans le camp des démocraties, alliés avec les États-Unis, mais en même temps de coopérer avec la Chine et avoir des relations de voisinage. Et finalement, l'Europe et l'Inde auraient peut-être intérêt à développer une position plus intermédiaire et d'éviter un excès de bipolarisation des relations internationales. Est-ce que c'est une perspective réaliste? Je crois que l'intérêt commun existe certainement, Monsieur le Premier ministre, je partage votre opinion, mais surtout n'utilisez pas l'expression des nouveaux non-alignés, parce que dès qu'on fait l'idéologie, naturellement, nos partenaires européens montent en ligne et disent il n'est pas question de refaire un truc de ce genre qui penchait à l'époque d'ailleurs vers l'Union soviétique. Mais en réalité, en effet, les Européens ne veulent pas de confrontation avec la Chine. Ils veulent une politique qui soit dépourvue de toute naïveté, mais qui soit une politique qui permette de coopérer avec la Chine dans tous les domaines où on veut coopérer, et en effet d'être très attentif aux offensives de la Chine sur nos pépites. Mais si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, pour conclure, je voudrais peut-être aborder une note purement culturelle, puisque nous y sommes toujours très attachés. L'Inde a une formidable littérature et une formidable production littéraire dans différentes langues indiennes, pas uniquement en anglais, mais en hindi, en malayalam, en Canada et dans d'autres langues. Et je pense et j'espère que le prochain Salon du Livre à Paris, en avril, il n'y en a pas eu pendant 2 ans à cause du Covid, aura comme invité principal l'Inde et sa littérature. Ah, bah écoutez, voilà, espérons que cette nouvelle soit entendue. Et je voudrais, en conclusion, vous dire que nous vous remercions beaucoup. D'abord, Monsieur l'ambassadeur, parce que votre livre a été un peu la charpente de cette réflexion. Remercier Caroline Puel qui nous parle du bout du monde et qui est toujours très pertinente dans ses analyses et qui participe volontiers à nos débats. Et je voudrais lui dire toute notre gratitude. Elle a à la fois la capacité pédagogique des professeurs, mais en même temps la finesse d'analyse des journalistes. Quant au professeur Racine, je voudrais le remercier tout particulièrement de sa présence dans le débat et de la profondeur de ses analyses, avec à la fois certains repères d'inquiétude sur lesquels une vigilance reste nécessaire. Mais naturellement, il y a quand même là une volonté commune en ce qui concerne les participants à ce webinaire à regarder les choses avec une logique positive, mais tout en faisant preuve d'une grande lucidité. Merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui nous ont écoutés, qui ont participé à cet échange et qui ont posé des questions. Merci à la Fondation Prospective et Innovation, à toute l'équipe autour de Serge de Gallet, et à bientôt pour un prochain débat. Je souhaite que notre prochain débat soit aussi intéressant et fertile que celui-ci. Merci à tous.